Nous allons aujourd'hui nous poser la question du corps et du corps du défunt et de sa propriété. Donc, les quatre approches qu'a indiqué effectivement Jean seront ceux que nous aborderons successivement. Alors, il me revient la tâche d'introduire, donc de poser un certain nombre de questions, donc de stimuler l'attention des uns des autres pour que les différents intervenants puissent répondre et donner des éléments ou des aliments nutritifs pour l'intelligence et pour les intelligences qui sont ici présentes. Donc la question première, avant de se poser la question des défunts, est celle du corps. À qui appartient mon corps? Et cette question de l'appartenance du corps est bien évidemment culturelle. Je voudrais la décliner de deux manières différentes. Première question, mon corps est-il à moi ou est-il à Dieu, à un autre, à quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, me surplombe et me dépasse? Si mon corps est à moi, j'en dispose donc à ma guise, et rien ne s'oppose d'une manière ou d'une autre que j'en fasse l'usage que j'en veux s'il est pleinement à moi. S'il est à Dieu, s'il est à un autre, à ce moment-là, je dispose de mon corps, il est à mon service, mais Dieu en est le seul propriétaire, et donc s'instaure une forme de régime juridique de nue propriété usufruit, Dieu étant nu propriétaire de mon corps et moi usufruitier. Deuxième question à propos du corps. Suis-je mon corps? Suis-je mon corps? Ou ai-je un corps? Si je suis mon corps, alors mon corps a une dignité spirituelle, et il n'y a pas de différence entre moi et mon corps. Il y a une forme d'unité spirituelle et corporelle qui donne toute sa valeur à ce corps. Inversement, si j'ai un corps, alors il y a une distinction entre moi et mon corps. J'ai un corps, mais je pourrais tout à fait en avoir un autre, et bien évidemment, je ne suis pas mon corps. Il y a donc une différence entre cette instance, cette idée que je me fais de moi, je suis, et mon corps qui est mis à ma disposition et qui me permet d'user, de jouir des cinq sens corporels qui sont les miens. Alors, ces deux questions sur le corps et la propriété du corps et à qui appartient le corps se posent d'autant plus au moment où le corps devient cadavre. Quand le corps devient cadavre, il faut en revenir pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Étymologiquement, le cadavre, c'est à la fois le corps, corpus, et à la fois cadere, tomber. Le corps qui tombe. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui est tombé? Quelle est la part qui est tombée dans le corps qui tombe? Disons-le autrement, le mort est bien, par définition, celui qui tombe, celui qui chute, celui qui est abattu, celui qui perd l'équilibre, celui qui gît et qui devient donc gisant, qui tombe et donc qui devient inerte, et qui est finalement enfoui, mis sous terre, et qui devient tumulus, monticule, et tombe. Il y a donc ce passage entre le corps qui tombe et le cadavre qui est mis dans une tombe. Alors, si cette question du corps mort, du cadavre, est importante, on peut, me semble-t-il, la décliner de trois manières différentes, en posant trois questions différentes. Première question, à qui revient le corps tombé en terre? Deuxième question, à qui revient l'âme libérée, séparée, qui n'est plus dans le corps? Et troisième question, je vais les détailler, troisième question,
qui est le gardien du cadavre? Alors, ces trois questions sont, me semble-t-il, des éléments déterminants de ce que l'on pourrait nommer la culture, la naissance de la culture, le moment d'hominisation où l'homme devient humain. Premier élément, se poser la question à qui revient le corps? À qui revient le corps suppose donc de poser la question de la responsabilité. Et responsable, si je me pose la question de savoir à qui revient le corps, c'est bien donc qu'il y a une responsabilité. Celui qui est responsable donc, est bien celui qui donne étymologiquement une réponse à une question qu'il a lui-même formulée. Et deuxième acception de la réponse, c'est celui qui est garant, responsable, garant de quelque chose. Donc il y a d'une part la réponse et d'autre part la garantie, être garant de quelque chose. Donc cette prise en charge, la question qui est posée, la question qui à un moment donné dans l'humanité naissante a été posée, cette question-là de la prise en charge du corps mort est donc d'une manière générale, anthropologique dirions-nous, le premier geste d'humanité, le premier geste de la culture. Tout le monde se souvient de ce que disait Edgar Morin sur il y a 100 000 ans, ce premier enterrement comme étant le premier geste fondateur de l'humanité. Eh bien, on peut supposer que ce premier homme, je ne sais où, qui s'est posé cette première question et qui a donc enterré ce premier homme, s'est posé la question à qui appartient ce corps. Et se posant cette question-là, et donc se sentant garant de quelque chose, il a laissé apparaître le sens de quoi? Le sens de la dignité du corps. Le corps est bien quelque chose qui ne doit pas être livré aux chiens, qui ne doit pas être mangé par les animaux, et qui donc doit être préservé. Il a mis en avant, par cette question, le sens de la responsabilité à l'égard de ce corps, et donc il s'est posé cette question et s'est donné à lui-même cette réponse. Donc, si nous reformulons cette question, la question est donc à qui revient ce corps qui donc n'est pas une chose, ou n'est plus une chose, qui est tombé à terre et qu'il faut, réponse à la question, et qu'il faut mettre en terre, préserver, pour, et on parlait des chiens, ne pas mourir comme un chien et ne pas être dévoré par les chiens. C'est ça, cette question première, fondamentale, qui a donné d'une manière ou d'une autre naissance à l'humanité commune qui est la nôtre. Mais si on va un peu plus loin, à partir de ce geste fondateur, on peut dire que ce premier homme s'est posé cette première question, mais en se posant cette première question, il a fait naître aussi la société, le groupe, en tant que celui-ci est responsable et en tant que celui-ci a une responsabilité commune des uns vis-à-vis des autres, dans cette démocratie des vivants et des morts, pour reprendre l'expression de Chesterton. Donc le corps social, nous sommes toujours dans des questions de corps, le corps social naît quand le corps humain, reconnu comme digne, doit être préservé. Et si on va encore plus loin dans cette interrogation sur le corps, on peut dire que au fondement de toute culture, de toute société, il y a toujours cette question du corps mort, du corps honoré, et aussi du corps tué. Il y a bien toujours cette idée du double corps, et qui repose la question de la responsabilité. Souvenons-nous de Rémus et de Romulus. Il y a bien, dans le geste fondateur de toute société, ce meurtre de Rémus par Romulus. Et Romulus, que fait-il? Pris de remords, ou certain qu'il importe d'instaurer un corps mort au centre
de la société et au centre de la civilisation qu'il instaure, corps qui se doit d'être respecté et honoré. Romulus, donc, prend le corps de son frère qu'il vient de tuer pour lui rendre hommage parce que Rémus a enfreint la ligne, la limite, hein, la limite sacrée de la ville. Donc, il y a une interrogation politique qui est bien celle de cette alliance entre le corps mort, le corps tué, le corps sacré, le tombeau, la tombe, celui que l'on fait tomber. Assassiner, c'est bien faire tomber, hein, donc tuer quelqu'un. Et donc, cette question de la responsabilité, ou cette question que nous posons, qui est celle de notre colloque d'aujourd'hui, à qui appartient le corps du défunt, est bien aussi une question politique si on considère que dans les sociétés, et l'exemple de Rome et de Rémus et Romulus est emblématique de bien d'autres civilisations et sociétés, qu'il y a toujours un double corps, c'est-à-dire le corps de celui qui est fondateur et le corps de celui qui est tué pour fonder une société. C'est ce que, plus tard, c'est ce que René Girard appellera la crise double, donc le double corps, la double appartenance, etc. Alors, seconde question que nous avons posée, si on décline, c'est à qui appartient l'âme. Voilà. Le cadavre, donc, est bien ce moment où le corps tombe, et en tombant, libère, sépare, distingue ce qui jusqu'alors ne l'était pas. L'âme est bien ce qui est considéré comme le plus précieux, le plus sacré, le plus divin, la part de nous qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas altérée. Et donc, on considère anthropologiquement que le corps appartient au temps et l'âme à l'éternité. Si l'âme appartient à l'éternité, l'âme relève et donc révèle en même temps, à partir du moment où l'humanité en prend conscience, l'autre monde, l'éternité de Dieu, ce qui est séparé, hein, fait naître un besoin, parce que nous sommes bien dans la distinction âme-corps, ici-bas, au-delà, donc c'est bien cette conscience primitive, cette conscience première d'un autre monde et donc de Dieu. À partir de cette conscience première, il y a bien inversement, parce qu'il y a division, il y a besoin de liaison, et donc naissance, à partir de cette question et de cette réponse, de la religion. Religion, étymologiquement, à la fois se dire, hein, faire le récit de sa propre vie, se relier, religarer les uns aux autres, et s'ouvrir, se lier à Dieu. Donc, il y a bien à la fois division et reliance, hein, remise en commun, lien des uns vis-à-vis des autres. Troisième question, qui est le gardien du cadavre? C'est-à-dire, si on considère que l'âme revient à Dieu, le corps mort devenu cadavre et qui doit être reconnu comme tel, avec sa part de dignité et son importance particulière, ce cadavre-là, lui, interroge la société pour savoir à qui appartient-il et donc qui en est le gardien. Et cette question du gardien instaure dans nos sociétés, dans les sociétés, cette distinction entre les vivants et les survivants, ceux qui prolongent, ceux qui suivent, ceux qui viennent après, mais surtout, elle instaure l'idée d'une lignée. Hein, être fils de, être petit-fils de, être de la fratrie de, être de la famille de, être de la lignée de, être de la race de. Voilà. Tous ces éléments-là font que, et dans les langues sémitiques, il est bien précisé que nous sommes, ils sont fils de.
fils de ceci, fils de celui-ci et fils de celui-là. Donc il y a bien dans le nom, dans l'étymologie du nom, dans l'idée que nous nous faisons de l'individu, il y a bien ce lien avec celui qui vient avant et qui est fondateur de la famille, de la lignée, de la fratrie, de la ville, etc., etc. Donc, à la question « Qui est le gardien du cadavre ?», la réponse est bien évidemment, depuis toujours, ceux qui en viennent, hein, ceux qui en sont de la semence, hein, cette semence qui est bien à la fois ce sur quoi nous attestons et à la fois ce de quoi nous nous réclamons. Donc il y a bien cette idée du gardien du cadavre qui est bien ceux qui en sont les survivants, ceux qui s'inscrivent dans cette lignée et ceux qui gardent, qui opèrent, qui instaurent ce culte des morts qui est celui des familles. Alors, pour ouvrir complètement à nos discussions d'aujourd'hui, on voit bien de façon anthropologique générale que cette question de l'appartenance du corps mort, à qui appartient le corps et le corps du défunt, mettent en évidence ou instaurent dans nos sociétés un certain nombre de gémellités, de dualités, de séparations. Le corps et le cadavre, le corps tombé et la tombe érigée, l'ici-bas et l'au-delà, le corps mortel et l'âme immortelle, la terre et le ciel. Bref, on peut continuer et considérer que cette question qui a été posée au premier moment de l'humanité, hein, en disant ça comme ça un peu rapidement, et sans que personne n'ait jamais été là pour instituer ce moment-là, mais ce moment-là instaure et que le corps mort, la question de l'appartenance du corps mort, du cadavre, instaure de lui-même des gémellités, des dualités fondatrices de nos sociétés. Or, et ça va être l'objet de notre colloque d'aujourd'hui, ces gémellités, ces dualités fondatrices qui existent depuis toujours et que l'on constate comme un invariant, d'une certaine façon, anthropologique, sont de plus en plus remises en cause dans nos sociétés. On peut même dire que depuis 30 ans, nous constatons la fin de ces gémellités culturelles. Alors, en quoi, comment, et nous allons examiner ça au fur et à mesure, en quoi est-ce que ces gémellités culturelles fondatrices des sociétés sont progressivement remises en cause par un double mouvement depuis 30 ans dans nos sociétés modernes, hypermodernes, postmodernes, post-postmodernes. D'une part, une forme de surinvestissement du corps, et d'autre part, un cadavre qui, d'une certaine façon, a été ou est progressivement de plus en plus désinvesti. Alors, le corps surinvesti, nous le voyons bien, le soin que nos sociétés portent au corps. Le corps botoxé, les apparences refaites, les couleurs des cheveux en permanence aussi belles qu'au premier jour. Donc le corps, de plus en plus, devient cet endroit, cette apparence de moi-même qui est investie de toutes les valorisations et de toute la valeur que je veux avoir en société. Le corps est bien une apparence de plus en plus entretenue, maintenue dans une forme de jeunesse éternelle, qui me fixe, une carte de visite, une carte d'identité de moi-même que je donne indépendamment de qui je suis. Cette croyance dans l'au-delà, cette certitude de l'au-delà est devenue aujourd'hui improbable, impossible, incertaine, problématique, non assurée d'elle-même, d'où l'idée d'une mort, comme le dit Luc Ferry, qui est sans pourquoi, sans appel, ni au-delà. Quant à la lignée, au sentiment d'être d'une famille,
d'une fratrie, hein, d'être survivant des uns et ou des autres. Les remises en cause sont nombreuses, à la fois culturellement, historiquement, à l'égard de notre propre culture que nous n'assumons pas, mais aussi à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça, je vois qu'il est 9h58, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette continuité, si on veut, hein, cette continuité que j'ai essayé d'esquisser rapidement dans ma première partie, qui laissait à supposer qu'il y avait inversement, comme le dit Philippe Ariès, un continuum de 1000 ans quant aux procédures, aux rituels, au culte à l'égard des morts, que tout cela s'est progressivement effondré. Donc que cet effondrement des rituels, de l'attention à l'égard des morts, est concomitante de ce surinvestissement du corps et ce désinvestissement progressif à l'égard du cadavre. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer, parce que j'ai effectivement écrit un livre là-dessus, de vous citer pourquoi, de vous dire pourquoi est-ce que les Français aujourd'hui de plus en plus choisissent massivement, plus de 30%, la crémation. C'est qu'ils disent à hauteur de 60% qu'ils préfèrent la crémation parce qu'ils ne veulent pas être à la charge de ceux qui les ont précédés et de la nature qui pourrait être offensée ou perturbée ou polluée par le corps qu'ils pourraient laisser. Donc le sens de la transmission, de la continuité, de la lignée, de la responsabilité sont ébranlés par les différents éléments culturels qui laissent à supposer que nous sommes de plus en plus des individus isolés qui n'ont plus ou de moins en moins de compte à rendre à qui que ce soit et qui ne s'inscrivent pas dans une continuité qui laisserait à supposer que nous sommes redevables de ceux qui nous ont précédés et redevables aussi du monde que nous devons laisser à nos survivants. Donc, tout cela nous introduit pleinement, et j'en ai terminé, aux différents aspects que nous allons effectivement regarder sur à qui appartient le corps. Mais je voulais juste, en introduction, vous donner cet éclairage de long terme et ces différentes remises en cause qui ne sont pas pour rien dans le sujet que nous allons traiter et dans l'aspect particulier du sujet que nous allons traiter, à savoir à qui appartient le corps du défunt. Merci.